Si je peux vous donner un seul conseil, c'est de ne pas aller chercher de recettes magiques sur internet. Il y a quelques semaines, j'étais dans le train qui me ramenait chez moi, c'était un vendredi pluvieux et il fallait que j'écrive l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. J'étais pas très inspirée, j'avais envie de réussir mon histoire, d'écrire avec une structure parfaite et je me suis dit: «Bah tiens, à tous les coups, internet aura quelque chose à me proposer». Donc j'ai pris mon téléphone, je suis allée sur un moteur de recherche bien connu et j'ai tapé «Comment écrire une histoire parfaite». J'ai eu des milliers de résultats. Sur un premier site, j'ai eu 4 conseils. Conseil numéro 1. Commencez par la fin. 2. Isoler les intrigues secondaires. 3. Faire évoluer les personnages. 4. Appliquer l'effet de miroir inversé. Je cite. Cette astuce nous vient d'Hitchcock. Prenez un personnage féminin et toutes ses caractéristiques et faites-en l'inverse, un homme au caractère contraire, vous atteindrez quelque chose d'encore plus intéressant. Cette méthode peut s'appliquer aux scènes. Faites faire à votre personnage l'inverse de ce que vous aviez prévu et peut-être aurez-vous une bonne surprise. Dans cette situation, ça donnerait... Merci d'être venu, vous pouvez applaudir. Donc moi, je m'appelle Camille, je suis un homme d'une cinquantaine d'années, je suis originaire de Bretagne et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous raconter très brièvement comment j'ai décidé, en dépit de tous les impératifs sociaux et écologiques, de tout faire chaque jour de ma vie pour devenir très riche. Ça fonctionne pas vraiment. J'ai essayé un deuxième site et là j'ai eu 3 conseils. Rédiger une introduction avec une accroche, un contexte, une problématique, un plan. 2. Présenter les arguments. Argumentation, contre-argumentation, réplique à la contre-argumentation, affirmation de clôture. 3. Rédiger une conclusion. Vous l'aurez compris, j'ai pas trouvé de recette magique, j'ai pas trouvé comment réussir. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire comme ça, sans avoir suivi de recette. Et j'espère justement que ce sera réussi, parce que c'est de ça que je veux vous parler. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment moi, au quotidien, je me débat avec la notion de réussite concernant ma propre vie. Je m'appelle Camille et j'ai grandi dans un tout petit village pas très loin d'ici. Et depuis que je suis toute petite, on me répète que je vais faire des grandes choses, que je vais changer le monde et qu'on se souviendra de moi. J'ai de très bons résultats scolaires, d'excellents même, et je pense que ça m'a aidée à y croire et à me convaincre effectivement que j'allais faire la différence. J'ai passé mon collège très facilement, mon lycée très facilement et ensuite j'ai réussi les concours d'entrée et j'ai intégré Sciences Po. Alors là, j'ai découvert un monde à 1000 lieues de celui duquel je venais et mon objectif, c'était de réussir à m'intégrer, réussir à faire partie d'eux pour plus tard changer le monde. Et j'ai dû faire beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour, vous le constaterez aujourd'hui, effacer mon accent. J'ai aussi beaucoup lu
pour avoir, les codes et pour, avoir les bonnes références dans les soirées, dans les événements. J'ai essayé d'adapter mon style vestimentaire aussi et j'étais vraiment convaincue et persuadée que j'arrivais à faire illusion et je pense que malheureusement, je n'arrivais à convaincre que moi et ça, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai été invitée à un repas de Noël par des camarades et qu'on m'a demandé de découper le poulet parce que, je cite: «Mais enfin, mais Camille, quand on vient de la campagne, on sait forcément tuer et découper un poulet!» Alors là, ça a été, une première désillusion et je me suis dit: Réussir, ça va être, dans mon cas, plus dur que prévu» et quand je rentrais chez moi, je me suis rendu compte que petit à petit, il y avait aussi un fossé qui se créait. J'avais des amis qui étaient restés là, qui étaient là depuis longtemps, qui travaillaient pour certains, qui avaient même des enfants. Moi, j'étais toujours, sur les bancs de l'école et dans les soirées étudiantes et hem et avec beaucoup de bienveillance, je n'en doute pas, les gens m'ont fait beaucoup de commentaires dans mon village d'origine à propos des études et du parcours que j'avais. Certains me taquinaient en me disant, «Oh là là, on a de la chance, maintenant tu es de la haute et tu nous adresses quand même encore la parole». À l'inverse, il y avait d'autres personnes, qui venaient me dire, Camille, c'est incroyable ce que tu es en train de faire. Tu portes la fierté de notre village tout entier sur tes épaules. Grâce à toi, on va connaître notre nom, tu vas parler de nous, tu vas nous défendre. Et moi, j'avais toujours beaucoup de fierté et beaucoup de pression. Et je me disais, waouh, là, il va vraiment falloir que je réussisse parce qu'ici, c'est plus vraiment ma place non plus. Donc, il va falloir la trouver ailleurs. J'ai continué mes études, je suis sortie, diplômée d'un master 2 et du qualificatif de transfuge de classe qui concerne les 4 de la population qui, comme moi, sont diplômés, de l'enseignement supérieur alors que leurs parents n'ont pas de diplôme. Et là, je me suis dit: «Bon, c'est un bon début, mais c'est pas encore ça, la réussite. Je suis pas allée assez loin». J'ai donc commencé à travailler. Moi, j'ai travaillé au début dans l'humanitaire, dans l'aide au développement. Donc j'ai d'abord travaillé en Belgique, après je suis allée travailler à Paris et j'ai eu, la chance d'être recrutée sur un poste à responsabilité et de partir comme, expatriée dans une organisation qui s'appelle Avocats sans frontières en République démocratique du Congo, à Kinshasa et j'y suis restée quelques années. Quand je suis arrivée là-bas, je commençais, j'étais sur vraiment la belle montée de réussite, comme tout le monde l'avait envisagé pour moi. Mes professeurs étaient très fiers de moi, ma famille et mes amis étaient admiratifs de ce que je faisais, j'étais très fière de moi aussi. J'avais, un salaire, énorme, je faisais partie des classes hautes de la société, mais c'était malheureusement, malgré tout ça, c'était toujours difficile pour moi. Je savais que j'avais une mission, j'avais un travail qui était admiré aussi. L'enjeu, c'était pas seulement d'avoir un gros salaire, c'était de faire quelque chose, qui soit reconnu et admiré par toutes et tous. Et là, c'était le cas. Mais j'habitais dans une grande ville, pour moi, c'était difficile, la nature me manquait, les activités de plein air me manquaient. J'avais toujours pas, les codes des dîners en ambassade, par exemple et je sentais un écart. En même temps, j'avais mes premières convictions et claques, écologiques qui naissaient et je voyais bien que je prenais l'avion tout le temps pour le travail. Je buvais de l'eau en bouteille, j'avais un rythme de vie avec, une voiture, plusieurs voitures d'ailleurs et c'était difficile pour moi. Je sentais une sorte de fossé qui s'agrandissait et quand je rentrais chez moi, que j'allais voir mes amis, ce fossé, il était toujours là et chez moi aussi, je le voyais. J'étais entourée de personnes qui me demandaient beaucoup de raconter
comment était Kinshasa, ce que j'y faisais. Beaucoup de personnes qui me disaient bravo, qui me félicitaient, en me disant c'est extraordinaire ce que tu fais, qui étaient très admiratives. Euh, Moi, j'en tirais bien entendu une grande satisfaction. Mais moi aussi, d'une certaine façon, j'étais admirative de ce qu'avaient été capables de faire tous mes amis et qui m'avaient manqué. Ils avaient été capables de rester au même endroit, de s'ancrer sur un territoire qui avait du sens pour eux. Ils étaient capables de se sentir légitimes, de rester là, d'avancer, de construire. Et moi je bougeais un peu de partout en mission, je travaillais loin, j'avais perdu de vue mes amis, c'était difficile aussi pour les relations amoureuses. Et ça, j'essayais de leur expliquer et ça faisait toujours des conversations très drôles où on me disait mais enfin, mais pas du tout, c'est extraordinaire ce que tu fais. Et là, je me rendais compte que oui, dans notre société, il y a une définition bien précise de ce qu'est réussir sa vie. Et pour beaucoup de monde, eh ben, j'avais mieux réussi. Et c'est d'autant plus difficile à admettre pour moi que, à cette époque-là, j'y croyais. J'avais l'impression que j'avais mieux réussi que les autres. Il a fallu retourner à Kinshasa, continuer à travailler, mais au bout d'un moment, mes convictions politiques et écologiques sont devenues trop fortes pour que je continue ce travail. Dans l'humanitaire et dans l'aide au développement, il y a un principe central qui est le principe de ne pas nuire. Et moi, au fur et à mesure de mes réflexions, et je commençais à avoir l'impression que j'allais contre ce principe dans beaucoup de choses que je faisais dans mon travail et ça ne me convenait plus. Et j'ai donc décidé de tout arrêter et de rentrer chez moi. Et là, quand je suis rentrée, ça a été très difficile et ça l'est toujours parce que j'ai dû faire face à l'incompréhension, celle des autres, de ma famille, de mes amis, de mes anciens professeurs, mon incompréhension et surtout la sensation tenace et douloureuse que j'avais raté ma vie, que j'avais gâché mon potentiel, que j'avais tout pour réussir, pour qu'on se souvienne de moi, et que les décisions que j'avais prises étaient un échec. Ça, je l'ai senti et je l'ai vécu à plein de moments. Par exemple, quand j'ai pris le travail que j'occupe actuellement, j'ai une de mes anciennes professeurs, le premier jour, qui, devant tout le monde, m'a regardé d'un air ahuri et m'a dit «Oh, mais enfin, mais Camille, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour en arriver là?» Et je pense que cette question, de manière plus ou moins franche et avec plus ou moins de tact, tout le monde se l'est posée. Et moi aussi, je me la suis posée et je me la pose au quotidien. Et c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Parce que je sais dans le fond que non, ce n'est pas un échec, que je suis quand même en train de réussir, que j'ai une vie que je construis petit à petit, qui est proche des gens que j'aime, à la montagne, dans un environnement où je me sens bien, dans des lieux où je me sens légitime. Je sais aussi que ça a du sens socialement, écologiquement, mais c'est plus fort que moi, en fait, cette définition qu'on m'a racontée quand j'étais petite, qu'une bonne partie des gens partagent aujourd'hui, et je le comprends, et que moi j'ai partagé pendant longtemps et dont j'ai du mal à me débarrasser, de se dire que la réussite sociale, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon parcours, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, ça reste, et pour le moment, j'ai beaucoup de mal à trouver un juste milieu. Alors je continue à avancer petit à petit, j'essaye, j'expérimente, je teste des nouvelles choses. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne absolument pas. Mais je me rends compte que j'avais très peur d'avoir des regrets et qu'en fait, pour le moment, j'en ai pas du tout. Et j'espère vraiment que même si c'est un peu bancal, un peu coloré et très mal agencé,
ben, je vais finir par, la trouver cette place et d'une manière ou d'une autre, finir par, me convaincre que la réussite, quelle que soit, la définition, c'est pas le plus important et que l'important, c'est de me sentir, bien là où je suis. Une